Chers camarades, chers compagnons et chers amis, mes premiers mots seront pour André Belon et nos amis pour une constituante, afin de les remercier d'avoir pris l'initiative il y a plusieurs années de ce rassemblement aux Tuileries à Paris, au lieu républicain s'il en est, pour nous souvenir que le 29 mai 2005, 15,5 millions de Français ont dit non. Non à une constitution européenne néolibérale imposée par des élites financières et industrielles. Et nous savons ce qu'il advint de ce vote de résistance. Il fut piétiné, quelle infamie, par un Parlement réuni en congrès pour sacrifier à l'adoption du traité scélérate de Lisbonne. Depuis toutes ces années, les clubs Penser la France sont fidèles à ce rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de combat plus important que celui de rappeler un principe, le principe qui fonde notre démocratie. La souveraineté nationale appartient au peuple et à lui seul. Mais au fait, c'est quoi la souveraineté nationale? C'est quoi la souveraineté? La souveraineté est une volonté qui a ce caractère à elle propre et à elle seulement de ne jamais se déterminer que par elle-même, rappelle Léon Duguy. Il en résulte évidemment qu'elle ne reconnaît ni puissance supérieure, ni puissance concurrente, précise le professeur Heisman. Elle a ce caractère particulier, l'inaliénabilité, ce qui veut dire que l'être qui est titulaire de la souveraineté ne peut la céder à un autre. Mais alors, qui pourra exercer ce privilège? Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Vous vous souvenez tous de cet immense article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Combien a-t-il fallu d'énergie pour prétendre que seule la nation est souveraine, après que pendant des siècles l'on eût proclamé que seul Dieu était souverain, omni potestas deo, puis seul le roi, le peuple ou le roi ou le pape. Il faut choisir, disait Louis Blanc en 1839. Et cette idée de souveraineté du peuple est depuis toujours étroitement associée à celle de démocratie. Notre constitution est appelée démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non d'une minorité, mais du plus grand nombre, écrit Thucydide. La démocratie, c'est le dépôt du gouvernement à tout le peuple et à la plus grande partie du peuple, nous dit Jean-Jacques Rousseau en 1762. Et Sieyès, la démocratie, c'est un gouvernement qui tire tous ses pouvoirs directement ou indirectement de la grande masse du peuple. Et tout naturellement, De Gaulle, la démocratie se confond exactement pour moi avec la souveraineté nationale. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, et la souveraineté nationale, c'est le peuple exerçant sa souveraineté sans entrave. Mais quelle magnifique idée que cette idée! La souveraineté nationale appartient au peuple. Mais aujourd'hui, nous savons qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après que les hommes eurent découvert honteux l'horreur des camps de la mort, nous savons combien furent nombreux les élans pour plus de fraternité, pour plus de démocratie, pour plus de liberté. Mais comment ignorer qu'au moment même où les États se réunissaient en Nations Unies en 1945 et signaient la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, au même moment, les États s'agenouillaient devant les puissances de l'argent, la banque et la finance. Je voudrais ici faire nôtre les interrogations fulgurantes du grand juriste Roland Weil. Pourquoi les États se sont-ils couchés devant de nouveaux maîtres? Pourquoi avoir affirmé ici que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics par l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et avoir institué là un nouveau système monétaire, le Gold Exchange Standard, reposant sur une règle immuable, la parité des monnaies. Les parités des monnaies sont fixées par rapport à un étalon qui est l'or, mais seul le dollar américain est une monnaie de réserve convertible en or. Pourquoi avoir fait du dollar US la monnaie de référence et la monnaie de règlement de tous les paiements internationaux? Mais elle est où la souveraineté des peuples? Mais elle est où la souveraineté nationale? Alors oui, il faut se rendre à l'évidence.
Nous vivons depuis une véritable révolution silencieuse, un véritable coup d'État silencieux qui vise à substituer à la souveraineté nationale exercée par les peuples en nation le pouvoir d'une oligarchie financière. Et cette oligarchie financière se décline sur tous les continents, précisément en Europe, sous la forme d'un monstre institutionnel, avec un parlement sans pouvoir et une commission de technocrates non élus qui décident de tout. Nous comprenons alors précisément la sentence de Jean-Claude Juncker, je le cite: « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. » Autrement dit, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de souveraineté. Et nous comprenons même que cette Union européenne, cette construction post-politique et post-nationale, est précisément depuis près de 60 ans un laboratoire pour la coopération supranationale transfrontière, c'est-à-dire une championne de la gouvernance mondiale, pour reprendre les mots de José Manuel Barroso, le nouvel employé de Goldman Sachs. Le 29 mai 2005, vous l'avez dit, le peuple français, la nation française a dit non précisément à tout cela. Et pourtant, tout a continué et tout continue, en France comme ailleurs en Europe. Je veux ce soir avoir une pensée pour ce grand peuple ami, le grand peuple italien, qui est en train de vivre à sa façon son 29 mai et la trahison du traité de Lisbonne en même temps. Quelle trahison des peuples que cette Europe-là! Mais vous connaissez l'histoire. Piétinés, méprisés, les peuples en nation, un jour, se réveillent. Toujours se réveillent. Et se vengent de leurs élites irrespectueuses. Vous connaissez l'histoire. Je voudrais terminer ces quelques mots par ce rappel qui pourrait sembler anecdotique, à moins qu'il ne soit prophétique. Le grand juriste Léon Duguay rappelle, dans une de ses conférences en 1920 à l'université de Columbia, à New York, que la nation française s'est constituée au cours des siècles et a conquis sa forte individualité contre l'Allemagne pour ne pas être allemande. Et je cite toujours Léon Duguay: « Au lendemain de 14-18, si vous aviez demandé à un Allemand pourquoi il se bat, il vous aurait répondu « Deutschland über alle » pour que l'Allemagne soit au-dessus de tout. Et si vous aviez demandé aux poilus français la même chose, il vous aurait répondu « Je me bats parce que je ne veux pas être un Boche ». Sentiment national d'une profonde abjection, vraiment. Le grand professeur au Collège de France, Camille Jullian, rappelle les raisons pour lesquelles on se bat pour sa nation. Bien sûr, on se bat pour garantir sa sécurité, mais on se bat aussi, et peut-être surtout, pour protéger sa façon de comprendre la vie. Il me semble, oui, que la France a donné au monde une si particulière et si belle façon de comprendre la vie, que la nation française ne peut pas disparaître dans un ensemble européen qui, quoi que vous fassiez, sera soit une Europe anglaise, soit une Europe allemande. Alors bien sûr, nous pourrions être atteints de découragement, nous Français. Tant de trahison, tant de vilainie portées par des élites indignes. Eh bien, voyez-vous, malgré ces trahisons nombreuses, malgré tout cela, je pense que nous pouvons garder foi en la France. Nous pouvons garder foi dans le peuple français, car il y a toujours une volonté collective de la masse populaire. Et c'est dans la masse profonde du peuple que l'âme nationale se révèle et vibre spontanément. L'entendez-vous vibrer, ce peuple de France? Eh bien moi, je crois oui que je l'entends qui gronde. Je vous remercie.